Il y a une question que tout le monde se pose. Quand on parle de Bitcoin à 1 million d'euros, c'est pas vraiment est-ce que c'est possible, c'est plutôt est-ce qu'il existe un raisonnement sérieux, ancré dans les données, qui permettent d'y croire sans avoir l'air d'un fou? Et la réponse est oui. Et il en existe même 4. Le premier, c'est la Power Law, et c'est probablement la plus solide sur le plan purement mathématique. Voilà ce que dit ce modèle. Depuis le premier bloc miné en janvier 2009, le prix du Bitcoin ne monte pas de façon aléatoire, il suit une loi de puissance, c'est-à-dire que si tu traces un prix sur une échelle logarithmique en fonction du temps, tu obtiens une droite. Harold Christopher Burger l'a formalisé en 2019 et Giovanni Santostasi l'a approfondi depuis. Ce qui donne une médiane de croissance à l'intérieur de laquelle le prix de Bitcoin a gravité pendant 15 ans, sans jamais s'en éloigner durablement. 15 ans de données, 4 cycles de bulles et de bières, une seule médiane. Ça ne prouve rien, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Ce que ce modèle prédit, c'est que la médiane atteint 1 million d'euros autour de 2034. Là où c'est intéressant, c'est que Bitcoin est actuellement en dessous de la médiane d'environ 32%, ce qui signifie que selon ce modèle, le marché est sous-évalué par rapport à sa trajectoire historique. Ce n'est pas un appel à acheter, c'est juste une observation statistique. Le prix peut rester sous la médiane pendant des mois, parfois des années, mais il y est toujours revenu. Une loi de puissance ne prédit pas l'avenir aveuglément, mais elle dit simplement que si les forces qui ont fait monter Bitcoin depuis 2009 restent à l'œuvre, voilà où elle nous mène. C'est une thèse de continuité, pas de rupture. Imagine une salle de classe. Au premier rang, 4 fils à papa de vraies têtes à claques. L'or, l'immobilier, les obligations et les actions. Costume repassé, main levée en permanence, voix assurée. Leurs pères étaient dans cette classe avant eux, ainsi que leurs grands-pères. Quand leurs promesses ne tiennent pas, ils ont un vocabulaire élaboré pour expliquer pourquoi ce n'est pas de leur faute. L'immobilier se souvient encore de 2008. Lehman Brothers, des banques avaient repackagé des milliers de crédits immobiliers insolvables en produits notés AAA, puis les avaient vendus à des investisseurs du monde entier. Quand la bulle a éclaté, 8 millions d'Américains ont perdu leur logement. Les dirigeants responsables ont touché leur bonus, personne n'est allé en prison. L'or a son propre scandale. En 2014, il a été prouvé que Barclays, Deutsche Bank, Société Générale manipulaient le fixing du prix de l'or 2 fois par jour depuis 1919. L'or, cette valeur refuge hors système, avait son prix fixé en coulisses par un club de banque. Les obligations. Entre 2005 et 2012, 18 grandes banques se sont entendues en secret pour manipuler le Libor, le taux sur lequel étaient indexés 350 000 milliards de dollars de produits financiers. Un professeur du MIT a résumé l'affaire ainsi. Cela éclipse par plusieurs ordres de grandeur toutes les escroqueries de l'histoire des marchés. En 2009, un nouvel élève entre dans la classe. Pas de costume, pas de père influent, il pose 9 pages sur le bureau, le white paper de Satoshi Nakamoto, et dit « Voilà ce que je propose. Juste des règles publiques, permanentes, lisibles par n'importe qui. » Il dit la chose suivante, personne ne pourra modifier les règles, même pas lui. Les 4 premiers du rang ont ri. On a ridiculisé ce nouvel élève à chaque entrée de classe. Et puis, année après année, leur influence diminue. Pendant qu'eux expliquent pourquoi leur modèle reste le meilleur malgré tout, lui continue d'appliquer ses règles sans chercher à se donner de l'importance. Et chaque année, son plan est adopté de manière exponentielle. Si seulement une partie de ces actifs continue de s'éroder, et tout indique que c'est le cas, Bitcoin sera là pour absorber les fuites. Le M2, c'est la masse monétaire totale en circulation. Billets, pièces, dépôts bancaires. Tout ce qui peut être dépensé à court terme. En 2000, le M2 américain était d'environ 4 600 milliards de dollars. Et en 2024, il dépasse 21 000 milliards de dollars. Soit une multiplication par 5 en 24 ans. Mondialement, on arrive à 110 000 milliards qui croissent de 7 à 10% par an. Concrètement, la monnaie que tu détiens aujourd'hui perd environ la moitié de son pouvoir d'achat tous les 10 ans. Même sans inflation visible. Face à ça, Bitcoin a une offre fixe de 21 millions d'unités, pas négociable, pas modifiable, et à chaque halving, le rythme d'émission est divisé par 2, ce qui accroît mécaniquement cette rareté. Ce mouvement est déjà en marche là où la monnaie trahit ses citoyens en premier. En Turquie, la livre a perdu plus de 80% de sa valeur en quelques années. Le pays est devenu le premier marché crypto de la région.
En Argentine, avec une inflation à 300% en 2024, les volumes crypto ont explosé de 200% en quelques jours. Au Nigeria, 47% de la population déclarait détenir des cryptos en 2023. Ces pays sont l'avant-garde, et ça avance vers les pays développés au rythme où leur banque centrale imprime. On se retrouve dès lors avec un changement de vision. Ce n'est pas Bitcoin qui est une bulle, c'est la masse monétaire mondiale qui gonfle autour de lui. La question mérite d'être posée sérieusement. L'or est rare, tout le monde le sait, c'est son identité depuis 5000 ans. Mais rare comment exactement ? Les économistes utilisent un outil qu'on appelle le stock to flow. Le stock, c'est tout ce qui existe en circulation, et le flow, c'est tout ce qui est produit chaque année. Donc le ratio stock to flow donne un nombre d'années nécessaires pour doubler le stock au rythme actuel. Plus ce chiffre est élevé, plus l'actif est rare. Ce qui rend l'or précieux depuis des millénaires, c'est précisément ça. Son stock est colossal face à ce que les mines peuvent extraire. Mais l'or a une contrainte que peu de gens mesurent vraiment. Il n'y a pas de plafond. Si le prix de l'or monte, de nouvelles mines deviennent rentables. Le robinet peut toujours s'élargir. Le World Gold Council estime encore 54 770 tonnes de réserves souterraines identifiées. Si le prix de l'or double, la production d'or peut augmenter. Si le prix de Bitcoin double, la production de Bitcoin ne bouge pas d'un satoshi. Bitcoin, lui, est le seul actif de l'histoire humaine dont le plafond d'offre est gravé dans le code, immuable et vérifiable publiquement par n'importe qui. 21 millions d'unités maximum, pas une de plus. Jamais, quel que soit le prix, la demande ou la volonté politique. Alors l'or est-il plus rare que Bitcoin ? Non, c'est l'inverse. Mais si on pousse le raisonnement plus loin, quel actif physique se rapproche le plus de la rareté structurelle de Bitcoin ? Ce n'est pas l'or, vous l'aurez compris, c'est l'osmium. L'osmium est le métal le plus dense et le plus rare de la planète. Sa production annuelle mondiale est inférieure à 1 tonne contre 3700 tonnes pour l'or. Les réserves totales identifiées sont estimées à environ 22 tonnes. Son prix tourne autour de 1350 € le gramme, soit environ 15 fois plus que le prix de l'or. Comme vous pouvez voir, Bitcoin était aussi rare que l'or en 2020, pour enfin le battre en 2024. Puis en 2028, donc c'est-à-dire dans 2 ans, il passera bien au-dessus de l'osmium, donc il sera encore plus rare que ce métal de dingue. Cette augmentation agressive du stock to flow tous les 4 ans s'explique par le mécanisme de halving, qui consiste à diminuer de moitié la récompense en bitcoin versée aux mineurs. Donc en conclusion, l'or capitalise 23 000 milliards de dollars. Bitcoin est 2 fois plus rare que l'or, avec un plafond absolu que l'or n'a pas. Si le marché lui applique la même logique de valorisation, alors on se retrouve avec 23 000 milliards de dollars divisé par 21 millions d'unités, ça nous donne à peu près 1 million de dollars le Bitcoin. Donc 1 million de dollars auquel on applique 2 fois plus de rareté, ça nous fait un Bitcoin à 1,8 million d'euros. Ce n'est pas une prédiction, c'est une équation. Alors pourquoi le marché ne valorise-t-il pas Bitcoin à ce qu'il devrait être ? Les chiffres sont là, les équations sont simples, les sources sont vérifiables. Et pourtant, Bitcoin capitalise aujourd'hui 12 fois moins que l'or. La réponse n'est pas dans les marchés, elle est dans notre cerveau. Il existe des mécanismes cognitifs très précis, identifiés, documentés et mesurables, qui nous font camper sur nos positions même face à l'évidence. Ancrage bayésien, endowment effect, framing effect, c'est précisément le sujet de ma prochaine vidéo et je pense que ça va vous surprendre. Allez, ciao!